Le ciel au-dessus de la vieille église de pierre semblait peser lourdement sur la terre. Un linceul gris et oppressant qui menaçait de se déchirer sous le poids de sa propre tristesse. L'air était glacé, chargé de cette humidité pénétrante qui s'infiltre sous les manteaux et s'installe directement dans les os. Un froid qui ne venait pas seulement de l'hiver approchant, mais de la mort elle-même. Les cloches sonnaient avec une lenteur funèbre, chaque tintement résonnant comme un coup porté directement à la poitrine de ceux qui s'étaient rassemblés pour faire leurs adieux. À l'intérieur de la nef, plongée dans la pénombre, l'odeur entêtante des lys blancs se mélangeait à celle de la cire fondue et du bois ancien. C'était une odeur d'adieu, une odeur de fin. Parfois, la vie choisit les moments de notre plus grande vulnérabilité pour nous forcer à affronter les fantômes que nous avons mis tant d'efforts à fuir. Nous passons des années à construire des murs, à nous cacher dans les ombres, croyant que le temps effacera les traces de notre passage. Mais le destin, dans sa sagesse cruelle et magnifique, sait exactement quand faire s'effondrer ces murs. Il ne le fait pas pour nous détruire, mais parce qu'il sait que certaines blessures ne peuvent guérir tant qu'elles ne sont pas exposées à la lumière. Cachée dans la dernière rangée de bancs en chêne massif, loin de l'autel et de la lumière des vitraux, Élise retenait son souffle. Ses mains, rougies par le froid et le travail acharné des dernières années, tremblaient légèrement alors qu'elle lissait nerveusement le tissu modeste de son manteau noir. Ce manteau avait connu des jours meilleurs, tout comme elle. Son visage, bien qu'encadré par des cernes d'épuisement, conservait une beauté douce et résiliente. Ses yeux, d'un brun profond qui avait autrefois brillé d'une innocence sans nuage, étaient maintenant voilés par la douleur d'une perte insurmontable. Madame Claire était partie. La femme douce et généreuse qui lui avait ouvert sa porte il y a 6 ans. Une nuit d'orage où Élise n'avait nulle part où aller. Le ventre rond et le cœur brisé en 1000 morceaux. Claire n'avait posé aucune question. Elle avait simplement offert une soupe chaude, une couverture et un refuge. Elle avait été la mère qu'Élise n'avait plus, l'encre qui l'avait empêchée de sombrer dans l'abîme du désespoir absolu. Et maintenant, le cercueil en bois verni de Claire reposait près de l'autel, couvert de couronnes de fleurs magnifiques envoyées par des gens qui, pour la plupart, n'avaient jamais vraiment connu la chaleur de son âme. Élise sentit une petite main chaude se glisser dans la sienne, la ramenant brusquement à la réalité. Elle baissa les yeux. Léo, 5 ans, la regardait avec ses grands yeux curieux et innocents, ses boucles sombres légèrement ébouriffées, malgré les efforts d'Élise pour le peigner ce matin-là. Il portait un petit costume sombre, acheté d'occasion, qui lui donnait l'air d'un petit homme solennel, mais ses petites jambes se balançaient nerveusement sous le banc. De l'autre côté d'Élise, Chloé, son reflet exact, se blottissait contre la cuisse de sa mère. La petite fille suçait son pouce, un signe silencieux qu'elle absorbait l'atmosphère lourde et triste de la pièce sans vraiment la comprendre. Elle serrait contre sa poitrine un petit dessin froissé, gribouillé avec des crayons de couleur qu'elle voulait donner à la dame gentille qui dormait dans la boîte. Élise passa un bras protecteur autour des épaules de Chloé et serra doucement la main de Léo. Ils étaient de son monde entier. Pour eux, elle avait tout quitté. Pour eux, elle avait accepté de devenir un fantôme, effaçant son nom, son passé et l'amour qui l'avait presque détruite. Chaque matin, en regardant leur visage, elle se répétait que le sacrifice en valait la peine. Ils étaient en sécurité. Ils étaient aimés. C'était tout ce qui comptait. Elle n'avait pas l'intention de rester longtemps. Juste le temps de murmurer une prière silencieuse, de déposer une modeste rose blanche près du cercueil et de disparaître à nouveau dans l'anonymat de la foule de la ville. Le plan était simple. Rester dans l'ombre. Mais soudain, l'atmosphère dans l'église changea. Ce ne fut pas un bruit fort, mais plutôt un changement soudain de pression, comme si l'oxygène venait d'être aspiré hors de la pièce.
Les murmures respectueux de l'assemblée s'éteignirent brusquement, remplacés par un silence tendu, presque palpable. Le bruit lourd des lourdes portes en bois de l'église, s'ouvrant avec un grincement sourd, fit tourner des dizaines de têtes. Élise ne se retourna pas immédiatement. Son instinct, aiguisé par des années de fuite, lui cria de se faire plus petite, de se fondre dans le bois sombre du banc. Mais une force invisible, une gravité cruelle et familière, l'obligea à tourner lentement la tête vers l'allée centrale. Son cœur s'arrêta. Physiquement, elle eut l'impression que le muscle dans sa poitrine refusait soudainement de pomper le sang. Le souffle lui manqua. Ses doigts se resserrèrent si fort sur la main de Léo que le petit garçon émit un léger murmure de protestation. C'était lui, Alexandre. Il avançait lentement dans l'allée centrale, encadré par 2 hommes en costume sombre qui se tenaient à une distance respectueuse mais imposante. Une sécurité invisible mais omniprésente qui le suivait partout. 6 ans. 6 longues années s'étaient écoulées depuis la dernière fois qu'elle avait vu ce visage. Mais le temps n'avait pas effacé un seul trait de sa mémoire. Au contraire, les années semblaient avoir sculpté Alexandre dans le marbre. Il était encore plus imposant, vêtu d'un manteau en cachemire noir d'une coupe impeccable qui soulignait la largeur de ses épaules. Mais il y avait quelque chose de différent. La lueur arrogante mais passionnée qui brillait autrefois dans ses yeux gris acier avait disparu. À la place, il n'y avait qu'un vide insondable, une froideur absolue. Son visage était fermé, les mâchoires crispées, masquant toute émotion derrière le bouclier impénétrable du milliardaire intouchable. Élise savait qu'il serait invité. Madame Claire avait été la nounou bien-aimée d'Alexandre dans son enfance, la seule figure maternelle chaleureuse dans le manoir glacial de sa famille. Élise avait lu, le cœur battant à tout rompre, l'avis de décès dans le journal local. Elle avait pesé le risque. Elle s'était dit qu'un homme d'affaires de son envergure, à la tête d'un empire financier s'étendant sur 3 continents, n'aurait pas le temps de se déplacer pour les funérailles d'une ancienne employée dans une petite paroisse de banlieue. Elle s'était convaincue qu'il enverrait simplement une couronne de fleurs opulente et un chèque à la paroisse. Elle s'était trompée. Il était là. Une panique sourde et sauvage s'empara d'Élise. Sa vision se troubla sur les bords. Le sang bourdonnait dans ses oreilles avec la force d'un torrent. Il fallait partir. Maintenant, avant qu'il n'atteigne les premiers rangs, avant qu'il ne se retourne, avant qu'il ne respire le même air qu'elle. Elle se pencha vers les jumeaux, sa voix n'étant qu'un murmure tremblant et urgent. « Mes chéris, il faut y aller. Venez. » Doucement. Sans faire de bruit. Elle se leva, ses genoux manquant de se dérober sous elle. Chloé obéit immédiatement, serrant son dessein contre elle, ses petits pas silencieux. Mais Léo, distrait par le mouvement soudain dans l'église et par la silhouette imposante d'Alexandre qui avançait lentement, tira sur la main de sa mère. « Maman, la fleur !» murmura le petit garçon de sa voix aiguë, pointant du doigt la rose blanche qui reposait sur le banc. « On n'a pas donné la fleur à Madame Claire. »« Chut, Léo, s'il te plaît !» laissa échapper Élise, les larmes de terreur piquant ses yeux. « On la donnera plus tard. On doit partir. » Mais Léo, avec la détermination têtue propre aux enfants de son âge, se pencha pour attraper la fleur. Dans ce mouvement brusque, sa petite main moite glissa de la prise frénétique de sa mère. Tout sembla basculer au ralenti. L'univers entier d'Élise se réduisit à cette fraction de seconde. Léo, la rose à la main, fit un pas dans l'allée centrale pour contourner le banc. Il ne regardait pas devant lui. Il regardait la fleur, s'assurant qu'il ne l'avait pas abîmée. Et à ce moment précis, Alexandre passait à leur hauteur. Le choc ne fut pas violent, mais il fut suffisant pour faire trébucher le petit garçon. Léo heurta la jambe d'Alexandre, perdit l'équilibre et tomba lourdement sur ses genoux sur le sol de pierre froide, laissant échapper un petit cri de surprise.
La rose blanche glissa de sa main et s'arrêta exactement contre les chaussures en cuir immaculées du milliardaire. L'assemblée retint son souffle. L'un des gardes du corps d'Alexandre fit un pas en avant, la main glissant instinctivement vers l'intérieur de sa veste, comme si un enfant de 5 ans représentait une menace pour le grand Alexandre Laurent. Alexandre s'arrêta net. Son visage, jusqu'alors un masque de froideur, se crispa de gêne face à cette interruption. Il baissa les yeux vers le sol, s'apprêtant sans doute à contourner l'obstacle ou à faire un geste sec à son garde du corps pour écarter l'enfant. Élise était figée, pétrifiée par une terreur si absolue qu'elle l'empêchait de crier le nom de son fils. Elle s'était précipitée d'un pas, la main tendue dans le vide, le mot « Léo » mourant dans sa gorge nouée. Ses yeux rencontrèrent le dos large d'Alexandre. Au sol, Léo renifla doucement. Il n'avait pas vraiment mal, mais la chute l'avait surpris. Il leva la tête, frottant son genou poussiéreux, et posa son regard directement sur l'homme immense qui se tenait au-dessus de lui. Alexandre regarda l'enfant, et le temps s'arrêta. Les gardes du corps s'immobilisèrent. Le chant lointain de la chorale sembla s'évanouir dans le néant. Dans les yeux d'Alexandre, quelque chose d'indicible se produisit. Il ne voyait pas seulement un enfant. Il voyait un miroir. Les mêmes cheveux sombres, indisciplinés, tombant exactement de la même manière sur le front. La même forme de mâchoire, bien qu'encore douce par l'enfance. Et surtout, ses yeux. Ses immenses yeux gris acier. Ses propres yeux. Les yeux de son père. Les yeux de son grand-père. Les yeux de la lignée Laurent, regardant à travers le visage d'un petit garçon en costume usé. La respiration d'Alexandre se bloqua violemment, comme si on venait de lui asséner un coup d'enclume en pleine poitrine. Son masque de marbre se fissura, se fractura, et finit par voler en éclats en l'espace d'une seconde dévastatrice. Le monde des affaires, les milliards, le pouvoir, l'empire, tout cela fut réduit en cendres face à l'énigme bouleversante qui se trouvait à ses pieds. Léo le regarda avec une innocence pure, puis murmura timidement « Pardon, monsieur, j'ai fait tomber ma fleur. » La voix douce, le timbre enfantin. Alexandre sentit ses jambes trembler. L'homme qui faisait trembler les conseils d'administration du monde entier, l'homme qui ne montrait jamais de faiblesse, sentit soudain le poids de l'univers s'abattre sur ses épaules. Il ne pouvait plus respirer. Son regard balaya frénétiquement le petit garçon, cherchant désespérément une explication logique, une raison rationnelle pour cette ressemblance impossible. Puis, comme guidé par une force magnétique irrésistible, le regard d'Alexandre quitta l'enfant au sol et remonta lentement. Il regarda par-dessus la tête de l'enfant, cherchant la mère qui accompagnait ce petit garçon. Il chercha dans la pénombre de la rangée de bancs. Ses yeux rencontrèrent ceux d'Élise. Elle se tenait là, pâle comme un cadavre, tremblant de tous ses membres, une main couvrant sa bouche pour étouffer le sanglot de terreur qui montait dans sa gorge, son autre main tenant fermement une petite fille qui était le double exact du garçon à terre. Élise, la femme qu'il avait cherchée frénétiquement pendant des mois avant de se résigner à la haïr, la femme qu'on lui avait dit l'avoir trahi, l'avoir volée, avant de fuir avec un autre homme. La femme qui hantait encore ses cauchemars et ses rares rêves de paix. Elle était là, et elle n'était pas seule. Le visage d'Alexandre perdit toute couleur. Ses lèvres s'entr'ouvrirent, mais aucun son n'en sortit. L'incompréhension, le choc, la douleur et une révélation brutale s'affrontèrent sur son visage avec la violence d'un ouragan. Il regarda Élise, puis Léo, puis la petite Chloé à moitié cachée, et de nouveau Élise. Les pièces d'un puzzle qu'il ne savait même pas qu'il essayait de résoudre s'assemblèrent dans son esprit avec une clarté insoutenable. Les genoux d'Alexandre lâchèrent.
Ce ne fut pas un mouvement gracieux. Ce fut un effondrement total. L'homme le plus puissant de la salle tomba lourdement à genoux sur la pierre froide de l'église, juste devant Léo, le bruit de sa chute résonnant lugubrement dans le silence absolu de la nef. Ses gardes du corps, paniqués, firent un mouvement précipité pour l'aider, croyant à un malaise cardiaque. Mais Alexandre leva une main tremblante, un geste faible mais impérieux qui les figea sur place. Il était à genoux, à la hauteur du petit garçon. Ses mains, de grandes mains habituées à signer des contrats de plusieurs millions, se levèrent, tremblantes, comme pour toucher le visage de Léo, mais elles s'arrêtèrent à quelques centimètres dans le vide, terrifiées à l'idée que si elles touchaient cet enfant, l'illusion s'évanouirait. De grandes larmes silencieuses, des larmes qu'il n'avait pas versées depuis des décennies, commencèrent à couler le long de ses joues, traçant des sillons chauds sur son visage dévasté. Son regard ne quittait pas Élise, suppliant, accusateur, brisé. L'église entière était suspendue dans un silence irréel, spectatrice d'une scène d'une intimité si crue, si déchirante, que beaucoup baissèrent les yeux, se sentant intrus dans cette tragédie silencieuse. Le milliardaire, dépouillé de toute sa gloire, de toute sa fierté, laissa échapper un seul mot, un murmure brisé, déchiré de ses entrailles, qui résonna plus fort que le carillon des cloches. Élise. C'était le son d'un homme qui venait de mourir et de renaître dans la même seconde. Élise recula d'un pas. L'instinct de survie, l'instinct maternel absolu, prit le dessus sur la paralysie. Elle ne réfléchit plus. Elle agit. « Léo, viens !» cria-t-elle, sa voix se brisant dans le silence mortuaire de l'église. Elle ne lui laissa pas le temps de ramasser sa rose. Elle s'avança, ignorant le regard suppliant de l'homme à genoux, attrapa Léo par le bras, le tira vivement contre elle et, attrapant Chloé de l'autre main, elle se retourna. Elle s'enfuit. Elle courut vers les lourdes portes de l'église, ses chaussures résonnant sur la pierre, fuyant la lumière, fuyant l'homme à genoux, fuyant le passé qui venait brutalement d'anéantir son présent. Derrière elle, elle laissait le chaos silencieux, la rose blanche écrasée sur la pierre, et le seul homme qu'elle avait jamais aimé, agenouillé au milieu des décombres de sa propre vie. Il est fascinant de constater à quel point nous sommes prêts à courir jusqu'à l'épuisement pour éviter d'affronter notre vérité. Nous croyons que la distance géographique peut guérir une distance émotionnelle. Nous pensons que le silence étouffera les cris de notre propre cœur. Mais l'amour, mes chers amis, l'amour véritable, même lorsqu'il est brisé, trahi ou caché, possède une mémoire effrayante. Il n'oublie jamais, et il finit toujours, inévitablement, par réclamer son dû. La pluie commençait à tomber lourdement sur les marches de l'église lorsque Élise poussa les portes, le froid mordant l'accueillant comme une gifle. Elle ne savait pas où elle allait courir cette fois-ci. Elle savait seulement que la sécurité illusoire qu'elle avait bâtie venait d'être pulvérisée. À l'intérieur de l'église, Alexandre restait à genoux, fixant les portes par lesquelles elle venait de disparaître. La terreur l'avait frappé au cœur, non pas la terreur de la perte, mais la terreur de l'espoir. Il baissa les yeux vers la rose blanche froissée sur le sol. Avec une lenteur douloureuse, il tendit la main et la ramassa, serrant la tige avec une telle force que les épines pénétrèrent la peau de sa paume. Il ne sentit pas la douleur physique. L'armure était brisée. Le fantôme avait un visage, et ce visage était le sien. Le silence absolu dans lequel il avait vécu ces 6 dernières années venait d'être rompu par le plus inattendu des échos. Et tandis que le sang coulait lentement de sa main, se mêlant à la tige écrasée de la fleur, une seule pensée obsédante prenait forme dans l'esprit chaotique d'Alexandre Laurent. Il allait la retrouver. Peu importe le prix, peu importe les mensonges qu'il devrait déterrer, peu importe les cendres qu'il devrait fouiller, il ne la laisserait plus jamais s'échapper. La pluie battait le pavé avec une violence inouïe,
comme si le ciel lui-même cherchait à effacer les traces de cette rencontre impossible. Élise courait, le souffle court, ses poumons brûlants à chaque inspiration d'air glacé. Elle tenait les mains de Léo et Chloé avec une fermeté désespérée, les tirant presque à travers les rues sinueuses, loin de l'église, loin de lui. Les enfants, bien que confus et effrayés par la précipitation soudaine de leur mère, couraient de toute leur petite force. L'eau trempait leurs vêtements, collant les boucles sombres de Léo sur son front, tandis que Chloé pleurnichait doucement, son petit dessin maintenant réduit à une masse de papier mâché humide serré contre sa poitrine. Élise ne se retourna pas une seule fois. La terreur d'apercevoir la silhouette imposante d'Alexandre ou de ses hommes de main au coin d'une rue la poussait au-delà de ses limites physiques. Ce n'était pas seulement de la peur, c'était un instinct de préservation primitif, animal. Elle devait protéger ses petits. Elle devait protéger la seule chose pure et intacte qui lui restait. Lorsqu'ils atteignirent enfin la porte écaillée de leur petit immeuble de banlieue, Élise tremblait si violemment qu'elle peina à insérer la clé dans la serrure rouillée. Une fois à l'intérieur de leur modeste appartement, elle referma la porte à double tour, poussa le loquet de sécurité avec une urgence frénétique et s'adossa contre le bois humide, glissant lentement jusqu'à s'asseoir sur le linot usé de l'entrée. Elle attira Léo et Chloé contre elle, enfouissant son visage dans leurs cous humides, respirant l'odeur de la pluie et de l'enfance. Elle pleurait sans bruit, des larmes brûlantes de terreur et de soulagement mêlés. Ils étaient en sécurité, pour l'instant. Vous savez, nous pensons tous pouvoir construire une forteresse autour de notre cœur. Nous empilons les briques du déni, nous scellons les fissures avec le silence de nos secrets, et nous nous convainquons que si nous ne regardons pas en arrière, le passé cessera d'exister. Mais le passé n'est pas un lieu que l'on quitte. C'est une ombre qui s'allonge ou se raccourcit selon la lumière. Et parfois, l'univers décide d'allumer tous les projecteurs en même temps. Il ne fait pas cela pour vous punir. Il fait cela parce qu'une vie construite sur la fuite est une vie à moitié vécue. Et l'âme, dans son infinie sagesse, réclame toujours la vérité, même si cette vérité doit tout ravager sur son passage. Élise passa la demi-heure suivante dans un état d'automate. Elle déshabilla les enfants, les frictionna avec des serviettes douces et leur prépara un chocolat chaud pour chasser le froid de leurs os. Léo, le visage encore rougi par la course, la regarda par-dessus le bord de sa tasse fumante. « Pourquoi le monsieur pleurait, maman ?» demanda-t-il, sa petite voix résonnant dans le silence pesant de la cuisine. « Il avait mal au genou comme moi ?» Le cœur d'Élise se serra si fort qu'elle dut s'appuyer contre le comptoir en formica pour ne pas flancher. Comment expliquer à un enfant de 5 ans que l'homme majestueux tombé à genoux était la moitié de son âme, la moitié de son sang? Comment lui dire que cet homme pleurait la mort d'un avenir qu'on leur avait volé? « Je ne sais pas, mon cœur, » murmura-t-elle, la voix tremblante, caressant doucement la joue de son fils. « Les grandes personnes pleurent parfois quand elles sont très tristes. Allez, finissez votre chocolat. Il faut vous reposer. » Une fois les jumeaux endormis dans leur petite chambre partagée, bercés par le rythme régulier de la pluie contre la vitre, Élise s'effondra sur le canapé usé du salon. Elle fixa le plafond fissuré, et malgré tous ses efforts pour les repousser, les digues de sa mémoire cédèrent. Les souvenirs, retenus prisonniers pendant si longues années, déferlèrent avec la violence d'un torrent en crue. 6 ans plus tôt. La tour de verre et d'acier de Laurent Entreprises, s'élevant comme un monument à l'ambition et au pouvoir en plein cœur de la ville. Élise n'était alors qu'une jeune assistante de direction. Brillante, certes, mais issue d'un monde si éloigné de celui des Laurent qu'elle aurait aussi bien pu venir d'une autre galaxie. Elle travaillait dur, silencieuse, efficace, naviguant dans un océan de requins en costume, sur mesure. Et puis,
il y avait Alexandre, le jeune PDG, l'héritier de l'Empire. Un homme réputé pour son cœur de glace, son exigence impitoyable et son regard gris qui semblait disséquer l'âme de quiconque osait croiser son chemin. Tout le monde le craignait, sauf Élise. Elle se souvenait de la première fois que ce masque de froideur s'était fissuré. C'était tard, un soir d'hiver. Le bureau prestigieux du dernier étage était plongé dans la pénombre, à l'exception de la lampe de bureau d'Alexandre. Élise était entrée pour lui déposer un dernier dossier, s'attendant à un grognement d'approbation sec. Au lieu de cela, elle l'avait trouvé effondré, le visage enfoui dans ses mains, terrassé par l'épuisement et le poids écrasant des attentes familiales. Elle n'avait pas fui. Elle avait hésité, puis s'était approchée doucement, posant une tasse de thé chaud devant lui sans dire un mot. Lorsqu'il avait levé la tête, surpris par cette attention dans un monde où tout n'était que transaction, leurs regards s'étaient accrochés. Dans cet espace silencieux, dépourvu de titres et de comptes bancaires, ils n'étaient que deux êtres humains profondément seuls. Leur amour était né de ces silences partagés. Il avait grandi dans l'ombre, loin des caméras, loin des regards inquisiteurs de la haute société. Des dîners volés dans des petits restaurants obscurs, des week-ends cachés dans des chalets isolés. Alexandre, l'homme de fer, devenait avec elle un homme tendre, passionné, vulnérable. Il lui parlait de ses rêves, de son désir de fuir l'emprise toxique de sa famille. Élise se sentait aimée comme elle ne l'avait jamais été, jusqu'à ce que le rêve se transforme en cauchemar éveillé. Elle se rappelait ce matin-là avec une clarté insoutenable. La nausée matinale, le test acheté discrètement, puis les 2 lignes roses apparues dans l'intimité de sa petite salle de bain. La terreur s'était mêlée à une joie folle, sauvage. Elle portait l'enfant d'Alexandre. Elle avait prévu de lui annoncer ce soir-là. Mais le destin, sous les traits élégants et glacials d'Éléonore Laurent, la mère d'Alexandre, l'avait devancée. Élise se revit, tremblante, assise dans le salon privé du manoir de la matriarche. Éléonore, une femme dont la beauté figée par la chirurgie ne masquait pas la noirceur de l'âme, la regardait comme on regarde un insecte posé sur une nappe en soie. La voix de la mère d'Alexandre résonnait encore dans la tête d'Élise, sifflante comme la lame d'un rasoir. « Vous êtes naïve, ma petite Élise. Vous pensiez vraiment qu'Alexandre Laurent, héritier de notre dynastie, allait risquer son empire pour une petite employée de votre espèce. » Éléonore avait glissé une série de documents sur la lourde table en acajou. Des photos d'Alexandre, souriant aux côtés d'une riche héritière, des faire-part de mariage officieux, des articles de presse préparés à l'avance annonçant la fusion de 2 empires familiaux. Mais ce n'était pas le pire. Le coup de grâce était venu sous la forme d'un chèque. Un chèque avec un montant astronomique, signé de la main même d'Alexandre. « Mon fils est un lâche », avait murmuré Éléonore avec un sourire cruel. « Il n'a pas eu le courage de vous le dire lui-même. Il sait pour votre petite condition. Il l'a appris par vos dossiers médicaux internes. Et il vous demande de régler ce problème, immédiatement. Ce chèque est pour la clinique et pour votre discrétion. Disparaissez, Élise. Si vous vous entêtez à garder ce qui pousse dans votre ventre, je vous assure que cet enfant grandira en sachant que son père l'a considéré comme une erreur embarrassante qu'il a payée pour effacer. » Élise se souvenait de la sensation physique de son cœur se déchirant dans sa poitrine. La signature d'Alexandre, cette boucle familière qu'elle avait vue au bas de 1000 contrats, étalée là, au bas d'un ordre d'exécution pour leur enfant. Le monde s'était écroulé. La confiance, l'amour, l'espoir, tout avait été réduit en cendres en quelques secondes. Elle n'avait pas pris le chèque. Elle avait fui. Elle avait rassemblé ses maigres affaires, changé de numéro de téléphone, quitté son appartement et disparu dans la nuit, trouvant finalement refuge chez la douce Madame Claire. Elle n'avait jamais su qu'Éléonore, jouant une partition machiavélique de l'autre côté,
avait montré à Alexandre de faux relevés bancaires prouvant qu'Élise avait détourné des fonds de l'entreprise avant de s'enfuir à l'étranger avec un amant fictif, brisant méthodiquement le cœur de son propre fils pour le forcer à rentrer dans le rang. Un éclair zébra le ciel au-dessus de l'appartement d'Élise, suivi d'un grondement de tonnerre qui fit vibrer les vitres. La tempête grondait, à l'extérieur comme à l'intérieur de la jeune femme. Elle ramena ses genoux contre sa poitrine, s'enveloppant de ses bras dans une tentative vaine de se réchauffer. À quelques kilomètres de là, le prédateur avait retrouvé sa trace. Alexandre n'avait pas prononcé un mot depuis qu'il était remonté dans sa limousine. Ses vêtements étaient humides, le tissu coûteux de son pantalon souillé par la poussière de l'église, mais il n'en avait cure. Ses mains, reposant sur ses genoux, étaient jointes si fort que ses jointures étaient blanches. Face à lui, son chef de la sécurité, un ancien militaire au visage impassible, parlait dans un téléphone crypté avec une rapidité glaciale. Il avait fallu moins de 3 heures à la machine de renseignement de la famille Laurent pour retrouver le fil invisible qu'Élise avait tenté de couper. Les caméras de surveillance de la rue, le registre paroissial, les plaques d'immatriculation des taxis locaux. Rien n'échappe à un homme qui possède des moyens illimités, surtout lorsque cet homme vient de découvrir qu'on lui a volé l'essence même de son existence. « Monsieur », dit soudain le chef de la sécurité, raccrochant son appareil. « Nous l'avons. Un appartement au nord de la ville, sous le nom de jeune fille de sa mère. » Alexandre releva la tête. Ses yeux, d'habitude si froids et contrôlés, étaient un océan de tourments enflammés. La tristesse s'était évaporée, remplacée par une intensité presque effrayante. « Conduisez-moi là-bas », ordonna-t-il, sa voix rocailleuse raclant le fond de sa gorge. « Seul, vous resterez dans la voiture. » Le trajet sembla durer une éternité. Alexandre regardait les gouttes de pluie glisser sur la vitre teintée de la voiture, chaque goutte reflétant le chaos de son esprit. Il avait un fils et une fille, des jumeaux. Il se remémora le visage du petit garçon à l'église, ses propres yeux, son propre sang, et la petite fille, à moitié cachée, serrant la main de sa mère. La douleur de ces 6 années perdues s'abattit sur lui avec la force d'un glissement de terrain. Il avait manqué leurs premiers pas, leurs premiers mots, la chaleur de leur petit corps contre le sien. Il avait été condamné à la solitude, pendant que la femme qu'il croyait être une manipulatrice intéressée élevait ses enfants dans la pauvreté. Pourquoi ? La question tournait en boucle dans son esprit, rongeant sa raison. Pourquoi avait-elle fui si elle portait ses enfants ? Pourquoi ne lui avait-elle jamais rien dit ? L'accusation de vol, de trahison, tout cela prenait soudain une tournure absurde, grotesque, face à l'évidence de ces 2 petits êtres de chair et de sang. Il y avait un abîme entre l'histoire qu'on lui avait racontée et la réalité effarante qu'il venait de percuter à genoux sur le sol d'une église. La limousine s'arrêta en silence devant l'immeuble délabré d'Élise. Le quartier était plongé dans l'obscurité. Seule l'enseigne grésillante d'une épicerie de nuit jetant des reflets jaunâtres sur les flaques d'eau. Alexandre descendit de la voiture, ignorant le parapluie que son garde du corps s'empressait de lui tendre. Il marcha sous la pluie battante, le froid de la nuit s'infiltrant dans ses vêtements, mais il ne sentait rien. Il n'était plus guidé par la logique des affaires ou la prudence aristocratique de son éducation. Il était poussé par la faim primordiale d'un homme qui vient de retrouver une partie de lui-même qu'on lui a amputée. Il gravit les marches usées de l'escalier, ses pas lourds résonnant dans la cage d'escalier silencieuse. 3e étage, porte numéro 12. Il se tint devant la porte écaillée. Sa respiration était lourde, saccadée. Il leva la main pour frapper, puis hésita. L'homme qui détruisait des entreprises concurrentes d'un simple coup de stylo tremblait devant un bout de contreplaqué bon marché.
À l'intérieur de l'appartement, Élise sursauta. Ce n'était pas un coup fort. Ce n'était pas l'exigence d'une autorité. C'était un coup hésitant, presque désespéré. Un poing qui heurte le bois avec la lourdeur d'un cœur brisé. Toc, toc. Élise se figea sur le canapé. L'air dans la pièce sembla soudain se raréfier. Son instinct lui hurlait de courir, se cacher dans la chambre des enfants, de faire la morte, d'ignorer cet appel. Mais une part d'elle, cette part irrationnelle et meurtrie qui n'avait jamais cessé de l'aimer, l'attira inexorablement vers l'entrée. Elle s'approcha de la porte sur la pointe des pieds, son cœur tambourinant violemment contre ses côtes. Elle colla son oreille contre le bois froid. Dehors, sous la pluie qui ruisselait de ses cheveux, Alexandre posa son front contre la porte. Il savait qu'elle était là. Il sentait sa présence de l'autre côté, à quelques centimètres de lui. Les murs, le temps, les mensonges, tout disparaissait. Il ferma les yeux, et quand il parla, sa voix n'était plus celle du milliardaire implacable. C'était le murmure rauque, brisé et incroyablement vulnérable d'un homme qui n'a plus rien à perdre. « Élise, je t'en supplie » murmura-t-il à travers le bois, la voix étranglée par une émotion indicible. « Ne fuis plus. Ouvre cette porte. Ouvre. Laisse-moi juste vous regarder. Je t'en prie. » Le son de cette voix, dépouillée de son armure, si chargée de détresse et d'amour enseveli, traversa le bois de la porte pour venir frapper Élise de plein fouet, faisant vaciller toutes ses certitudes. Le monde extérieur, avec sa pluie et ses ombres, s'effaça, ne laissant que ces quelques centimètres de bois qui séparaient deux âmes en perdition, sur le point d'entamer le plus douloureux et le plus nécessaire des affrontements. Le bruit de la pluie contre la mince fenêtre du salon semblait soudain assourdissant. Élise resta immobile, la main suspendue à quelques millimètres du verrou en laiton terni. Derrière cette fine épaisseur de bois délavé se tenait l'homme qui avait été le centre de son univers, avant de devenir l'architecte de sa plus grande terreur. Chaque fibre de son corps lui hurlait de reculer, de barricader la porte avec les meubles, de fuir par l'escalier de secours. Mais fuir où? Il l'avait trouvé. Le monde des Laurent était infini. Le sien s'arrêtait aux murs étroits de cet appartement loué sous un faux nom. Elle ferma les yeux, une larme solitaire et brûlante glissant le long de sa joue pour venir mourir au coin de ses lèvres. La vérité était là, inévitable. On ne peut pas éternellement retenir la mer avec ses mains. Lentement, avec une résignation qui lui pesa des tonnes, elle posa ses doigts tremblants sur le verrou. Le cliquetis métallique résonna dans le couloir silencieux, comme un coup de feu. Elle tourna la poignée et entrebâilla la porte. L'air froid et humide de la cage d'escalier s'engouffra dans l'entrée étriquée, apportant avec lui l'odeur de la pluie, du bitume mouillé et du parfum cher, boisé et familier d'Alexandre. Il se tenait là, sous la faible lueur blafarde de l'ampoule du palier. Le puissant milliardaire, l'homme qui faisait la couverture des magazines économiques du monde entier, n'était plus qu'une ombre détrempée. Son manteau de cachemire hors de prix était gorgé d'eau. Ses cheveux sombres collaient à son front, et des gouttes d'eau coulaient le long de sa mâchoire crispée. Mais ce qui frappa Élise avec la force d'un coup physique, ce fut son regard. Ses yeux gris, d'ordinaire si perçants, si calculateurs, étaient ouverts, vulnérables, ravagés par une douleur si pure qu'elle en devenait insoutenable. Il ne fit pas un geste pour forcer le passage. Il resta figé sur le seuil, comme si cet appartement minable était un sanctuaire sacré dont il n'était pas digne de franchir la porte. « Élise » murmura-t-il, sa voix n'étant qu'un souffle rauque, éraillé par l'émotion. Entendre son prénom prononcé par cette voix, après tant d'années de silence, fit vaciller Élise. Elle dut s'agripper fermement au bord de la porte pour ne pas s'effondrer. Elle ravala le nœud d'angoisse qui étranglait sa gorge et leva le menton.
puisant dans les réserves d'une dignité farouche qu'elle s'était forgée dans l'adversité. « Baisse la voix », dit-elle d'un ton sec, glacial, un ton qu'elle ne se connaissait pas. « Ils dorment. » Ils. Ce simple pronom, si lourd de sens, fit tressaillir Alexandre de la tête aux pieds. Il déglutit difficilement, ses yeux fouillant le visage d'Élise, cherchant la jeune femme insouciante qu'il avait aimée, et trouvant à la place une mère louve, prête à tuer pour protéger ses petits. Élise s'écarta lentement, ouvrant la porte un peu plus, une invitation muette et méfiante. Elle savait que la confrontation dans le couloir risquait d'attirer l'attention des voisins. Alexandre franchit le seuil avec une hésitation presque douloureuse. Il semblait immense dans cette petite entrée encombrée de minuscules bottes en caoutchouc et de manteaux d'enfants accrochés à des patères colorés. Ses yeux se posèrent sur ces objets innocents avec une intensité déchirante, comme s'il essayait de déchiffrer des artefacts d'une civilisation perdue. Sa civilisation. Élise referma la porte derrière lui. Le clic de la serrure scella leur huis clos. Ils se tenaient face à face, dans le petit salon éclairé par une seule lampe à l'abat-jour jauni. Le contraste entre eux était saisissant, cruel. Lui, l'incarnation du pouvoir malgré ses vêtements trempés. Elle, l'incarnation de la survie, vêtue d'un vieux pull en laine et de jeans usés. Pourquoi ? La question jaillit des lèvres d'Alexandre comme une plainte étouffée. Il ne cria pas. L'intensité de sa douleur n'avait pas besoin de volume pour être dévastatrice. Il fit un pas vers elle, les mains légèrement levées, tremblantes. « Pourquoi m'as-tu fait ça ? Pourquoi es-tu partie sans un mot ?» 6 ans, Élise. 6 années de ma vie effacées. Mes enfants ? Mon Dieu, j'ai des enfants. La voix du milliardaire se brisa sur ces derniers mots, et il dut détourner le regard, la poitrine soulevée par une respiration saccadée. Il luttait de toutes ses forces pour ne pas s'effondrer à nouveau. Il y a des moments dans la vie, mes amis, où la douleur de l'autre devrait nous désarmer. Mais lorsque vous avez passé des années à vous convaincre que cette même personne est le monstre qui a voulu vous détruire, voir ses larmes ne suscite pas la compassion. Cela suscite la colère. Une colère sourde, profonde, née de l'injustice. Le visage d'Élise se durcit. La peur laissa place à une fureur incandescente, celle d'une mère à qui l'on a arraché le droit à la tranquillité. « Comment oses-tu » siffla-t-elle, sa voix basse mais vibrante d'une rage contenue. Comment oses-tu venir ici, jouer la victime, t'effondrer dans la misère de cet appartement que tu m'as obligé à habiter? Tu me demandes pourquoi je suis partie? Elle s'avança vers lui, le doigt pointé vers sa poitrine, ignorant la différence de taille et de puissance entre eux. Je suis partie parce que je voulais qu'ils vivent. Je suis partie parce que ton univers empoisonné refusait leur existence. Tu penses que j'ai choisi cette vie? Tu penses que j'ai aimé trembler de peur chaque fin de mois, compter chaque centime pour leur acheter du lait, m'inventer un nom, une histoire, fuir comme une criminelle? Alexandre la regarda, les yeux écarquillés par l'incompréhension totale. Son esprit analytique, capable de décortiquer des fusions financières complexes en quelques secondes, heurtait un mur d'illogisme absolu. « De quoi parles-tu » murmura-t-il, sincèrement abasourdi. « Je n'ai jamais voulu. Je ne savais même pas. Ma mère m'a dit. Elle m'a montré des preuves, Élise, des relevés bancaires. Tu avais vidé un compte de la société. Tu avais laissé une lettre disant que tu en aimais un autre, que tu partais à l'étranger. Je t'ai cherché pendant des mois. J'ai engagé des détectives. Mais toutes les pistes menaient à un départ volontaire, avec de l'argent qui n'était pas à toi. » Le silence qui suivit ces paroles fut si lourd qu'il sembla aspirer tout l'oxygène de la pièce. Élise s'arrêta net. Son bras retomba le long de son corps. Elle scruta le visage d'Alexandre,
cherchant la moindre trace de mensonge, la moindre lueur de manipulation. Elle n'y vit qu'un désespoir pur et une confusion vertigineuse. Un frisson glacial parcourut l'échine de la jeune femme. La réalité, celle qu'elle avait acceptée comme une vérité absolue pendant 6 ans, commençait à se fissurer, menaçant de s'effondrer sous le poids d'une révélation monstrueuse. « Ta mère » murmura Élise, la voix soudain vidée de sa force. « Ta mère m'a convoqué dans le grand salon, le jour où j'allais te l'annoncer. » Alexandre se figea. Le nom de sa mère tombait dans la pièce comme une goutte de poison. « Elle m'a dit que tu savais » continua Élise, les larmes remontant à la surface. Non plus de colère, mais d'une agonie ravivée. « Elle m'a dit que tu avais vu mon dossier médical, que tu considérais cet enfant comme une erreur embarrassante. Elle m'a montré les photos de tes fiançailles arrangées. Et elle a posé un chèque sur la table. » La respiration d'Alexandre s'arrêta. Il s'approcha d'elle, l'ombre d'une terreur absolue assombrissant son visage. « Quel chèque ?» demanda-t-il, chaque syllabe coupante comme du verre brisé. « Un chèque signé de ta main, Alexandre » sanglota Élise, incapable de retenir la digue de sa douleur plus longtemps. « Un chèque avec un montant indécent, pour payer la clinique, pour régler le problème, pour que je me débarrasse de notre enfant. Elle m'a menacé de faire de leur vie un enfer si je refusais. Alors j'ai fui. Sans l'argent, sans rien, juste avec eux dans mon ventre, pour les sauver de toi. » Le monde d'Alexandre Laurent s'arrêta de tourner. La vérité venait de le frapper avec la violence inouïe d'un accident frontal. La machination machiavélique, la froideur calculatrice, l'ampleur inimaginable de la trahison de sa propre chair. Sa mère, la femme qui l'avait élevé, lui avait volé la femme de sa vie. Elle l'avait manipulé avec des faux, des mensonges si parfaits qu'il les avait crus. Elle avait utilisé sa propre signature, probablement volée sur une liasse de documents vierges, pour ordonner la mort de ses propres petits-enfants. Une nausée violente monta dans la gorge d'Alexandre. Il recula d'un pas, chancelant comme un homme ivre, et heurta le petit meuble de la télévision. Il porta une main à sa bouche, l'horreur absolue déformant ses traits. « Non » souffla-t-il, le souffle court, ses yeux fixant le vide. « Non, c'est impossible. Elle n'aurait pas pu. Elle savait. » Il leva les yeux vers Élise, et ce qu'elle vit dans son regard lui brisa le cœur en 1000 morceaux, balayant des années de ressentiment. Elle ne voyait plus le milliardaire arrogant qu'il avait prétendument rejeté. Elle voyait un homme en train de réaliser que toute sa vie n'était qu'une prison dorée bâtie sur les cendres de son propre bonheur, gardée par le monstre qui l'avait mis au monde. « Je ne savais pas » murmura-t-il, la voix tremblante, de grosses larmes coulant sans retenue sur ses joues. « Je te jure sur ma vie, Élise. Je n'ai jamais signé ce chèque pour ça. Je n'aurais jamais... Tu étais tout ce que j'avais de pur. Je t'aimais. Je t'ai pleuré chaque nuit pendant des années. » Élise sentit ses propres genoux faiblir. Le mur de certitude qui l'avait protégée, qui lui avait donné la force de se battre chaque jour en haïssant le fantôme d'Alexandre, venait de s'effondrer en poussière. Ils avaient été tous les deux des pions sur l'échiquier glacial d'une femme sans cœur. Ils avaient été tous les deux atrocement mutilés de leur amour. Elle ne sut pas quoi dire. L'immensité de la tragédie les écrasait tous les deux. Elle vit Alexandre glisser lentement le long du mur, vaincu par la gravité de la trahison, pour finir assis sur le sol misérable de son salon, la tête entre les mains, pleurant silencieusement. Le grand Alexandre Laurent, en morceaux. L'instinct d'Élise la poussa à s'approcher de lui, à poser une main sur son épaule, secouée par les sanglots, mais elle resta figée. La blessure était trop béante, trop fraîche. Le fossé creusé par 6 années de mensonges ne pouvait se combler en quelques secondes d'une vérité effroyable. Soudain,
Un bruit infime, le frottement doux d'un tissu contre le sol, brisa le silence lourd du salon. Élise se retourna brusquement, le cœur ratant un battement. Dans l'encadrement de la porte du couloir se tenait Chloé. La petite fille portait un pyjama en pilou légèrement trop grand pour elle. Elle tenait son vieux doudou en peluche d'une main, et de l'autre, elle frottait son œil ensommeillé. Ses cheveux sombres formaient un halo en bataille autour de son petit visage, encore gonflé par le sommeil. « Maman !» murmura la petite fille d'une voix pâteuse, cherchant la silhouette de sa mère dans la pénombre. « J'ai eu peur du tonnerre. » Le souffle d'Élise se bloqua. Elle voulut s'interposer, se précipiter vers sa fille pour la cacher, la renvoyer dans sa chambre, mais il était trop tard. Au son de cette petite voix innocente, Alexandre leva lentement la tête. Ses yeux rougis et noyés de larmes rencontrèrent la silhouette de la petite fille. Le temps, une fois de plus, suspendit son vol. Chloé baissa la main qui frottait son œil et aperçut l'homme immense assis par terre, adossé contre le mur, ses vêtements sombres contrastant fortement avec le lino clair. La petite fille ne sembla pas effrayée. Avec la curiosité pure et dépourvue de préjugés propres aux enfants, elle lâcha son doudou qui tomba silencieusement sur le sol et s'avança à petits pas nus dans le salon. « Chloé ? Non, reste là, » murmura Élise, la voix étranglée par la panique, esquissant un geste pour l'arrêter. Mais Alexandre leva une main tremblante vers Élise, un geste de supplication muette, si intense, si désespéré, qu'Élise se figea. Elle le regarda, puis regarda sa fille. Chloé s'arrêta à 1 mètre de lui. Elle pencha la tête sur le côté, ses grands yeux de biche l'observant avec attention. Elle reconnut les traits, la carrure, malgré les ombres et l'humidité. « Tu es le monsieur triste de l'église », dit la petite fille de sa voix douce et cristalline, dénuée de tout jugement. Alexandre tenta de parler, mais seul un sanglot étouffé franchit ses lèvres. Il hocha lentement la tête, incapable de détacher son regard du petit visage qui était un mélange parfait des traits d'Élise et des siens. Il voyait la courbe de son propre front, la douceur du sourire d'Élise, la fierté secrète des Laurent dans le port de sa petite tête. Chloé s'approcha encore un peu. Elle plongea la main dans la grande poche de son pantalon de pyjama et en sortit une feuille de papier soigneusement pliée en 4, bien qu'un peu chiffonnée sur les bords. C'était le dessin qu'elle avait fait plus tôt, celui qu'elle n'avait pas pu donner à Madame Claire. « Tu pleures parce que tu as froid ?» demanda-t-elle doucement. Maman dit que quand on a froid au cœur, on pleure par les yeux. Cette phrase, d'une sagesse enfantine bouleversante, brisa les dernières défenses du milliardaire. Il y a quelque chose de profondément sacré dans le contact d'un enfant. La petite main d'une petite fille possède une magie que les adultes oublient avec le temps. Elle a le pouvoir de traverser les armures les plus épaisses, de faire fondre le cynisme le plus endurci, de ramener un homme perdu à sa propre humanité. L'innocence ne juge pas les comptes en banque, elle ne voit pas les empires ou les erreurs du passé. Elle voit simplement une âme qui a besoin de réconfort. Chloé tendit la petite feuille pliée vers lui. « Tiens, c'est pour toi, » dit-elle simplement. « Ça guérit la tristesse. C'est magique. » Alexandre regarda le petit bout de papier vaciller devant lui. Ses mains étaient lourdes, engourdies. Lentement, avec une révérence infinie, comme s'il s'apprêtait à recevoir la chose la plus précieuse et la plus fragile de l'univers, il leva ses 2 grandes mains tremblantes. Il ne prit pas seulement le papier. Ses doigts immenses et froids effleurèrent délicatement les petits doigts chauds de sa fille. Le contact physique fut une décharge électrique qui remonta le long de son bras pour exploser directement dans son cœur. C'était la première fois, la toute première fois qu'il touchait son enfant. La chair de sa chair, le sang de son sang.
Un gémissement sourd, guttural, s'échappa de sa poitrine. Il ferma les yeux, baissant la tête, appuyant le petit dessin de cire contre son visage, respirant l'odeur du papier, l'odeur de sa fille, laissant l'émotion pure, brute et dévastatrice le submerger entièrement. Il pleurait, non plus de douleur ou de désespoir, mais d'une gratitude si vaste, si écrasante, qu'elle effaçait le reste du monde. Chloé, surprise par l'intensité de sa réaction, recula d'un demi-pas, se tournant vers sa mère d'un air interrogateur. Élise se tenait près du canapé, les mains plaquées sur sa bouche pour étouffer ses propres sanglots, les larmes coulant à flots sur son visage. Elle ne pouvait pas arrêter cela. C'était plus grand qu'elle. C'était l'ordre naturel des choses qui reprenait violemment ses droits. Alexandre ouvrit les yeux. Il regarda le dessin tremblant dans ses mains. C'était un gribouillis coloré, représentant un soleil, une petite maison de travers et 3 bonshommes allumettes se tenant par la main. Un chef-d'œuvre inestimable. Il releva la tête vers Chloé, forçant un sourire brisé à travers ses larmes. « Merci », murmura-t-il, la voix enrouée, douce, pleine d'une tendresse qu'il ne s'était jamais connue. « C'est très beau. Ça va beaucoup m'aider. » Chloé sourit, satisfaite de son travail de réconfort, puis se frotta de nouveau l'œil, un bâillement déformant sa petite bouche. Élise avança finalement, incapable de rester en retrait plus longtemps. Elle s'agenouilla près de sa fille, l'entourant de ses bras protecteurs. « Allez, mon ange !» murmura Élise, la voix tremblante mais douce. « Retourne au lit. Le monsieur va partir maintenant. » Le mot « partir » frappa Alexandre comme un coup de fouet. Il redressa la tête, son regard accrochant celui d'Élise par-dessus l'épaule de la petite fille. L'homme brisé laissa place, pour une fraction de seconde, à l'homme d'action, au père qui venait de trouver sa raison de vivre. Il savait qu'il devait partir ce soir. L'appartement était saturé d'émotions, de révélations toxiques et de fatigue. Élise avait besoin d'assimiler la vérité et lui avait besoin de purger l'enfer qu'était devenu sa propre vie. Il se leva lentement, ses muscles raidis par le froid et la tension. Il mesurait de toute sa hauteur, dominant de nouveau la petite pièce, mais il n'y avait plus d'arrogance dans sa posture. Juste une détermination inébranlable. Il glissa soigneusement le dessin de Chloé dans la poche intérieure de sa veste mouillée, tout près de son cœur. « Je ne te les enlèverai pas, » dit-il, sa voix basse, solennelle, résonnant comme un serment sacré dans le petit salon. « Je sais que tu as eu peur de ça, mais je jure sur ce qui me reste d'âme, Élise, que je ne ferai jamais rien pour vous faire du mal ou vous séparer. » Élise le regarda, serrant Chloé contre elle. Elle cherchait désespérément la faille dans ses paroles, le mensonge tapi dans l'ombre. Mais elle ne vit qu'une sincérité absolue, presque effrayante. Il fit un pas vers la porte, s'arrêtant juste avant de tourner la poignée. Le silence retomba, lourd des mots non dits, des années perdues, et de la montagne de débris qu'il restait à franchir. Alexandre se tourna une dernière fois vers elle. Ses yeux gris brillaient d'une lueur nouvelle dans la pénombre, une lueur qui n'était ni de la douleur, ni de la froideur, mais une résolution farouche, brûlante d'un feu nouveau. « Je m'en vais ce soir, » murmura-t-il, sa voix caressant l'espace entre eux. « Parce que tu dois te reposer, et parce que j'ai des choses à régler, une vérité à rétablir. Mais entends-moi bien, Élise. » Il fit une pause, son regard ancré dans le sien, refusant de la laisser détourner les yeux. « Je ne disparaîtrai plus. Jamais. » Il ouvrit la porte et s'enfonça dans l'obscurité du couloir, laissant derrière lui le parfum de la pluie, un silence chargé de questions vertigineuses, et une jeune femme dont le cœur, enfermé dans la glace depuis 6 ans, commençait douloureusement à battre à nouveau. La confiance, voyez-vous, est un pont suspendu au-dessus d'un précipice. Il faut des années de patience, d'attention et d'amour pour le construire planche par planche,
Mais une seule tempête de mensonges, une seule trahison bien placée, suffit à trancher les cordes et à tout précipiter dans le vide. Et reconstruire ce pont, c'est le travail d'une vie. Cela demande de ramasser les planches brisées dans le fond du ravin, une à une, en saignant des mains. Alexandre venait de poser la première planche, mais le gouffre qui le séparait de la femme qu'il aimait et de la famille qu'il n'avait jamais eue était encore immense, sombre et rempli des monstres de son propre sang qu'il devait maintenant affronter. Le véritable combat ne faisait que commencer. Il est une vérité terrifiante que nous refusons souvent de regarder en face, car elle remet en question les fondements mêmes de notre sécurité. Les blessures les plus profondes, les cicatrices les plus dévastatrices, ne nous sont presque jamais infligées par des étrangers ou des ennemis déclarés. Non. Les coups qui nous brisent véritablement viennent de l'intérieur. Ils sont portés par ceux qui connaissent le chemin de notre cœur, par ceux qui nous ont bordés la nuit, par ceux à qui nous avons accordé notre confiance aveugle. Quand la trahison porte le visage de la famille, elle ne se contente pas de briser un cœur. Elle détruit la boussole interne qui nous permet de naviguer dans le monde. Elle nous fait douter de notre propre réalité. Pour Alexandre Laurent, les 48 heures qui suivirent son départ de l'appartement d'Élise furent une descente aux enfers d'une lucidité effroyable. Il n'était pas rentré dans son luxueux penthouse. Il s'était rendu directement au siège de Laurent Entreprises, s'enfermant dans son bureau panoramique du 45e étage. La ville s'étalait à ses pieds, une mer de lumière scintillante, indifférente à la tempête qui ravageait l'âme de l'homme qui la dominait. Il avait convoqué son équipe de sécurité la plus rapprochée, des hommes de l'ombre dont la loyauté lui était acquise à lui seul, et non à l'entité de la famille Laurent. Son ordre avait été simple, prononcé d'une voix si froide qu'elle en devenait coupante. « Je veux tout. Chaque transaction de ma mère il y a 6 ans. Chaque appel. Chaque relevé d'agence de détective privé. Retournez chaque pierre de cet empire, et si vous trouvez du poison, apportez-le-moi. » Pendant 2 jours et 2 nuits, Alexandre ne dormit pas. Il se tenait debout devant l'immense baie vitrée, une tasse de café froid oubliée sur son bureau en acajou, regardant l'aube se lever, puis le crépuscule tomber, tandis que les pièces du puzzle monstrueux lui étaient livrées une à une. Le chef de la sécurité, le visage impassible mais les yeux lourds de gravité, déposait des dossiers sur la grande table de verre. Et à chaque page tournée, c'était une nouvelle lame qui s'enfonçait dans la poitrine d'Alexandre. La vérité était là, imprimée noir sur blanc, irréfutable. Il vit les copies des virements bancaires. L'argent, prétendument volé par Élise, avait en réalité été transféré vers des comptes offshore par le directeur financier personnel d'Éléonore Laurent. Il vit les factures de l'agence de détectives privée chargée de produire de fausses preuves de l'infidélité d'Élise. Il lut, avec une nausée qui lui tordit l'estomac, les rapports d'intimidation. Comment 2 gardes du corps, payés par sa mère, avaient suivi Élise à sa sortie de la clinique où elle s'était rendue pour confirmer sa grossesse, s'assurant qu'elle comprenne bien la menace qui pesait sur elle si elle ne disparaissait pas. Mais le coup de grâce, celui qui fit tomber Alexandre à genoux sur l'épais tapis de son bureau, fut un simple document d'1 page. La copie du chèque. Le fameux chèque qu'Éléonore avait glissé sur la table devant Élise. Alexandre reconnut le papier à en-tête de son compte personnel. Il reconnut le montant, obscène, et il reconnut la signature. C'était la sienne. Mais la date correspondait à un jour où il était en voyage d'affaires à Tokyo et où il avait signé une pile de documents vierges pour des urgences administratives, les confiant à la seule personne en qui il avait une confiance aveugle, sa mère. Elle avait utilisé sa propre main pour ordonner l'effacement de sa descendance. Elle l'avait transformé, aux yeux de la femme qu'il aimait, en un monstre sanguinaire et lâche. Alexandre posa ses mains à plat sur le bureau, la tête baissée, les yeux fermés. La rage qui montait en lui n'était pas explosive. Ce n'était pas une colère de feu,
bruyante et destructrice. C'était une colère de glace, une résolution absolue, chirurgicale, impitoyable. Pendant 32 ans, il avait été le fils parfait, l'héritier docile, sacrifiant ses propres désirs sur l'autel du prestige familial. Il avait sacrifié la seule lumière de sa vie pour obéir aux exigences d'un nom. Et ce nom venait de lui coûter les 6 premières années de la vie de ses enfants. Il rouvrit les yeux. Le vide dévasté qui habitait son regard avait disparu, remplacé par une clarté terrifiante. Le milliardaire soumis venait de mourir. Le père, lui, venait de naître, et il exigeait justice. Pendant ce temps, dans le petit appartement de banlieue, le temps semblait s'être figé. Élise vivait dans un état de suspension angoissante. Chaque bruit dans l'escalier, chaque voiture qui ralentissait dans la rue, faisait bondir son cœur contre ses côtes. Elle avait passé les 2 derniers jours à osciller entre un espoir fragile et une terreur paralysante. La révélation de l'innocence d'Alexandre avait ébranlé toutes ses fondations. Si ce qu'il disait était vrai, alors elle avait passé 6 ans à haïr la mauvaise personne. Elle avait privé ses enfants d'un père qui, loin de les rejeter, les aurait peut-être chéris plus que sa propre vie. La culpabilité, lourde et asphyxiante, menaçait de l'engloutir. Mais le doute subsistait. Les paroles d'un homme désespéré dans l'encadrement d'une porte étaient une chose. La réalité du pouvoir écrasant des Laurent en était une autre. Il avait dit qu'il ne disparaîtrait plus, qu'il avait des choses à régler. Mais que signifiaient ces mots dans le monde impitoyable d'où il venait? Allait-il revenir avec une armée d'avocats? Allait-il essayer de lui pardonner, ou pire, de lui prendre Léo et Chloé sous prétexte qu'elle les lui avait cachés, même si elle croyait bien faire? Le samedi soir approchait. Léo et Chloé dessinaient sagement sur la table de la cuisine, inconscients du tremblement de terre qui se préparait. Élise les regardait, lissant distraitement les cheveux de son fils. Ils étaient si beaux, si innocents. Ils étaient la preuve vivante que de l'horreur pouvait naître la plus pure des merveilles. Quoi qu'il arrive, elle se battrait. Elle n'était plus la jeune fille terrifiée d'il y a 6 ans. Elle était une mère. Ce même samedi soir, à l'autre bout de la ville, le grand salon de l'hôtel impérial resplendissait de 1000 feux. C'était l'événement mondain de la saison, le gala annuel de charité de la Fondation Laurent. L'élite financière, politique et aristocratique de la région s'était réunie sous les immenses lustres de cristal. Le champagne coulait à flots, les robes de créateurs balayaient les sols de marbre, et les sourires de façade masquaient les calculs et les alliances secrètes. Au centre de cette cour royale brillait Éléonore Laurent. Vêtue d'une robe émeraude qui soulignait sa silhouette glaciale, elle tenait sa coupe de champagne avec l'élégance d'une reine recevant l'hommage de ses vassaux. Elle rayonnait de cette assurance toxique propre à ceux qui croient que leur statut les place au-dessus des lois humaines et divines. Elle discutait avec le ministre de l'Économie, attendant avec une impatience voilée l'arrivée de son fils. Alexandre devait prononcer le discours de clôture et annoncer, selon ses plans méticuleusement orchestrés, la fusion prochaine de Laurent Entreprises avec un conglomérat européen rival. Les lourdes portes à double battant du salon s'ouvrirent. Les conversations s'apaisèrent naturellement, les têtes se tournant vers l'entrée. Alexandre apparut. Il portait un smoking noir d'une coupe parfaite, mais quelque chose dans son attitude glaça l'assemblée. Il n'avait pas cette aura de mondanité polie qu'on lui connaissait. Il n'était suivi par aucun garde du corps, aucun assistant. Il marchait seul. Ses pas résonnaient avec une lourdeur inhabituelle sur le marbre. Son visage était fermé, taillé dans le granit, ses yeux fixés droit devant lui, ignorant superbement les salutations chuchotées sur son passage. Éléonore, percevant immédiatement la dissonance, fronça légèrement les sourcils. Elle s'excusa auprès du ministre et s'avança pour intercepter son fils avant qu'il n'atteigne l'estrade.
« Alexandre, mon chéri, tu es en retard, » murmura-t-elle, gardant un sourire figé pour les photographes. « Tout est prêt pour l'annonce. Les membres du conseil d'administration t'attendent au premier rang. » Alexandre s'arrêta. Il baissa les yeux vers la femme qui lui avait donné la vie. Il la regarda, non pas comme un fils regarde sa mère, mais comme un juge observe un accusé avant de prononcer la sentence. « Oui, mère, » répondit-il, sa voix basse, dénuée de la moindre inflexion émotionnelle. « L'annonce va être faite. » Il la contourna sans un regard supplémentaire et monta les quelques marches menant à l'estrade. Il s'approcha du pupitre. Le silence se fit dans la salle. Total. Absolu. 500 invités de marque retinrent leur souffle, sentant l'électricité crépiter dans l'air. Alexandre posa ses mains sur les bords du pupitre. Il ne regarda pas ses notes. Il plongea son regard dans la foule, cherchant les visages des membres du conseil d'administration, puis, inévitablement, celui de sa mère, qui se tenait au premier rang, le menton haut, sûr de son triomphe. « Mesdames et messieurs, bonsoir. » commença-t-il, sa voix résonnant puissamment dans les haut-parleurs. « Nous sommes réunis ce soir pour célébrer l'héritage de la famille Laurent. Un héritage de succès, de puissance et de réputation irréprochable. C'est du moins l'histoire que nous vous racontons depuis des décennies. » Un léger murmure parcourut l'assemblée. Ce n'était pas le discours convenu. Éléonore se crispa, son sourire vacillant imperceptiblement. « Pendant 32 ans, » continua Alexandre, la voix s'élevant, vibrante d'une autorité nouvelle. « J'ai été le gardien de ce nom. J'ai sacrifié ma jeunesse, mes passions et ma liberté pour consolider cet empire. J'ai cru que le nom de Laurent était synonyme d'honneur. J'avais tort. » Les murmures s'intensifièrent. Les journalistes présents au fond de la salle sortirent frénétiquement leurs appareils photo. « Il y a 6 ans, l'amour de ma vie a disparu, » reprit-il, chaque mot tombant comme un couperet dans le silence de mort qui s'était réinstallé. « On m'a dit qu'elle m'avait volé. On m'a dit qu'elle m'avait trahi. On m'a fourni des preuves accablantes, des relevés bancaires, des lettres, des témoignages. J'ai porté le deuil de mon cœur pendant 6 longues années, enfermé dans la prison dorée que vous voyez autour de vous. » Alexandre fit une pause. Il regarda directement Éléonore. La matriarche avait perdu toutes ses couleurs. Elle ressemblait à une statue de cire sur le point de fondre sous une chaleur intense. « Il y a 3 jours, par la grâce d'un miracle que je ne mérite pas, j'ai découvert que tout cela n'était qu'un tissu de mensonges, d'une cruauté qui dépasse l'entendement humain. La femme que j'aimais ne m'a pas volé. Elle ne m'a pas trahi. Elle a fui pour sauver sa vie et celle de mes enfants. Mes enfants, dont l'existence même m'a été cachée. » Un hoquet de stupeur collective secoua la salle. Les visages se tournèrent vers Éléonore, qui recula d'un pas, ses mains tremblant de manière incontrôlable. Alexandre glissa la main dans la poche intérieure de son smoking et en sortit une épaisse clé USB, qu'il posa avec une lenteur calculée sur le pupitre. Sur cette clé se trouvent les preuves irréfutables de fraude financière massive, de falsification de documents officiels, d'intimidation, d'usurpation d'identité et de harcèlement psychologique aggravé. Ces actes n'ont pas été commis par des concurrents jaloux. Ils ont été orchestrés, financés et commandités par la femme qui se tient devant vous. Ma propre mère, Éléonore Laurent. Le chaos éclata. Les flashs des photographes crépitèrent comme une tempête d'éclairs. Les membres du conseil d'administration se levèrent brusquement, les visages défaits. Éléonore ouvrit la bouche pour crier au scandale, pour accuser son fils de folie, mais aucun son ne sortit. Elle était terrassée par la vérité, exposée en pleine lumière devant les seules personnes dont l'opinion comptait pour elle. Alexandre ne haussa pas la voix.
Il s'approcha du micro, dominant le tumulte. « Vous avez utilisé l'argent de cette entreprise pour détruire une femme innocente. Vous avez utilisé mon nom et ma signature à mon insu pour ordonner la disparition de vos propres petits-enfants. Vous m'avez volé 6 ans de ma vie de père. Vous m'avez volé mon âme pour préserver une misérable image sociale. » Il se redressa. Le poids qui écrasait ses épaules depuis des années semblait s'être envolé. Il paraissait soudain plus grand, plus libre. « Dès ce soir, je démissionne de mon poste de président-directeur général de Laurent Entreprises. Mes parts seront placées dans une fiducie indépendante. Les copies de ces dossiers ont d'ores et déjà été transmises au procureur financier de la République et aux principaux médias d'investigation. La justice des hommes fera son travail. Quant à moi, je n'ai plus de mère, et je n'ai plus de nom. Ce monde de poison et de cendres ne m'appartient plus. » Il ne laissa pas le temps à quiconque de réagir. Il quitta l'estrade, descendit les marches et fendit la foule pétrifiée. Personne n'osa l'arrêter. Il passa à quelques centimètres de sa mère, qui était soutenue par 2 invités. Hyperventilant, son empire de cartes s'effondrant autour d'elle dans un fracas silencieux. Il ne lui accorda pas un seul regard. Alexandre sortit de l'hôtel, l'air frais de la nuit frappant son visage. Il desserra son nœud papillon et le jeta dans une poubelle voisine. Il refusa la portière ouverte par le chauffeur de sa limousine de fonction, se dirigea vers la station de taxi la plus proche et monta dans un véhicule anonyme. L'Empire était détruit. Le dragon était terrassé. Maintenant, il devait retourner dans le monde réel. Il devait rentrer chez lui. Le lendemain matin, un dimanche clair et glacial, Élise préparait des crêpes dans la petite cuisine de son appartement. Le rire des jumeaux, qui regardaient des dessins animés dans le salon, était le seul son qui meublait le silence tendu de son attente. 3 jours. Il n'avait pas donné signe de vie depuis 3 jours. L'espoir s'effritait, remplacé par une résignation familière au goût de cendre. Elle se disait qu'il avait dû rentrer dans son manoir, qu'il avait dû réaliser que le fossé entre leurs 2 mondes était trop vaste, qu'il préférerait peut-être envoyer des avocats pour négocier un droit de visite stérile. On frappa à la porte. Ce n'était pas un coup hésitant comme la première fois. Ce n'était pas non plus un coup autoritaire. C'était un frappement simple, normal, le coup de quelqu'un qui arrive, qui n'a plus rien à cacher, qui n'est plus en fuite. Élise posa sa spatule, le cœur battant à la chamade. Elle s'essuya les mains sur son tablier, prit une profonde inspiration et alla ouvrir. Alexandre se tenait sur le palier. Mais ce n'était pas le milliardaire en manteau de cachemire qui s'était effondré quelques jours plus tôt. Il portait un simple jean sombre, un pull en grosse maille gris et une veste en cuir usée qui semblait dater de l'époque où ils se fréquentaient en secret. Ses cheveux n'étaient pas gominés en arrière, ils retombaient librement sur son front. Ses yeux, débarrassés de l'ombre du doute et de la douleur foudroyante, brillaient d'une lumière claire, presque sereine, bien qu'empreinte d'une fatigue immense. Il ne ressemblait plus à l'héritier d'un empire, il ressemblait simplement à un homme. Dans ses mains, il tenait un épais dossier en carton. Il sourit, un sourire timide, incertain, qui fit instantanément reculer les années et rappela à Élise le jeune homme dont elle était tombée amoureuse dans la pénombre d'un bureau parisien. « Bonjour », dit-il doucement. « Bonjour », répondit Élise, la voix bloquée dans sa gorge, incapable de détacher son regard de lui. Il lui tendit le dossier. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle, craignant de le toucher, son esprit s'imaginant immédiatement des contrats, des accords de confidentialité, des convocations judiciaires. « La vérité » répondit Alexandre, son regard plongeant dans le sien avec une intensité sans faille. Toute la vérité, les preuves des virements, les fausses signatures, les rapports des détectives qu'elle a payés, les menaces. Tout y est, Élise. C'est à toi.
pour que tu saches que tu n'étais pas folle, pour que tu saches que je n'aurais jamais, au grand jamais, voulu vous faire du mal. » Élise prit le dossier. Il pesait lourd entre ses mains. Le poids de 6 années de mensonges, d'angoisse et de larmes, enfin matérialisé, prêt à être effacé. « J'ai tout quitté, Élise, » continua-t-il, faisant un petit pas en avant, comme s'il craignait de la brusquer. « Hier soir, devant toute la société, j'ai exposé ce qu'elle a fait. J'ai démissionné. Je n'ai plus l'entreprise. Je n'ai plus la famille Laurent. Je n'ai plus rien de ce monde empoisonné. J'ai tout brûlé, pour m'assurer que personne de cet univers ne s'approche plus jamais de vous. » Les mots d'Alexandre flottaient dans l'air froid du couloir. Élise le regardait, abasourdie. L'homme le plus puissant qu'elle connaissait venait de se dépouiller volontairement de tout son pouvoir, de toute son identité sociale, pour elle. Pour eux, il avait coupé les ponts avec son propre sang pour protéger le leur. Il baissa légèrement les yeux, sortant quelque chose de la poche de sa veste en cuir. C'était le petit dessin de Chloé, soigneusement lissé, presque intact malgré l'eau et les larmes des jours précédents. « Je vous ai cherché pendant si longtemps, » murmura-t-il, la voix tremblante d'émotion retenue. « J'ai vécu dans une nuit sans fin. Je n'ai pas le droit de te demander de me pardonner pour les actions de ma mère, car même si je n'y suis pour rien, c'est mon nom qui t'a détruite. Je ne te demande pas de m'aimer à nouveau. Je te demande juste une chance. Une chance de vous prouver que je peux être l'homme que ce petit bout de papier mérite. Une chance de réparer ce qui a été brisé. Il y a une justice émotionnelle dans l'univers, mes amis. Elle ne se présente pas toujours sous la forme de fanfares ou de grands discours. Parfois, elle arrive un dimanche matin, dans un couloir d'immeuble mal éclairé, sous les traits d'un homme épuisé qui vous tend la preuve que vous avez eu raison de fuir et qu'il a eu raison de vous retrouver. La justice, la vraie, c'est quand les monstres sont démasqués et que les innocents peuvent enfin poser leurs bagages. Élise baissa les yeux vers le dossier, puis vers le dessin d'enfant dans la grande main tremblante d'Alexandre. Les larmes, des larmes de soulagement pur, de guérison profonde, commencèrent à couler sur ses joues, sans qu'elle essaie de les retenir. La forteresse de glace qu'elle avait construite autour de son cœur commença enfin à fondre, sous la chaleur de cette vérité tant espérée. Elle leva les yeux vers lui, et pour la première fois depuis 6 ans, elle ne vit pas le fantôme de son passé, mais la promesse de leur avenir. « Entre, Alexandre » murmura-t-elle doucement, s'écartant pour le laisser passer. Ils sont en train de regarder les dessins animés. Et tandis qu'il franchissait le seuil, déposant avec un respect infini le dossier des mensonges sur le meuble de l'entrée, Élise sut que la fuite était enfin terminée. Le long processus de guérison allait pouvoir commencer. L'Empire était en cendres, oui, mais sur ces cendres, une véritable famille allait enfin pouvoir voir le jour. Il y a une idée fausse, profondément ancrée dans notre imaginaire collectif, qui voudrait que la guérison soit un événement soudain. Nous croyons, à tort, qu'il suffit d'une grande révélation, d'un grand pardon, pour que les nuages se dissipent et que le soleil brille à nouveau sans la moindre ombre. Mais la vérité, la réalité brute de l'âme humaine, est bien plus complexe. La guérison n'est pas un interrupteur que l'on bascule. C'est une longue marche dans la brume. C'est accepter de nettoyer les débris de la tempête, un par un, avec les mains nues et écorchées. C'est réapprendre à respirer sans avoir peur de l'air que l'on inspire. Pendant qu'Alexandre s'était agenouillé sur le tapis du salon, invité par la petite Chloé à regarder un épisode de dessin animé avec une concentration qu'il n'avait jamais accordée à un conseil d'administration, Élise s'était réfugiée dans la petite cuisine en formica. Elle s'était assise à la table bancale, le lourd dossier en carton posé devant elle comme un objet radioactif. Ses mains tremblaient lorsqu'elle l'ouvrit.
Le silence de la cuisine n'était troublé que par le bourdonnement du vieux réfrigérateur et les rires étouffés des enfants dans la pièce d'à côté. Élise commença à lire, et au fil des pages, le peu d'air qui restait dans la pièce sembla disparaître. C'était une plongée terrifiante dans la noirceur de l'âme d'Éléonore Laurent. Élise vit les mémos internes, les ordres de virement falsifiés avec une imitation parfaite de sa propre signature d'assistante, l'accusant d'avoir détourné des millions. Mais le plus glaçant, ce qui fit monter un sanglot d'horreur dans sa gorge, ce furent les photographies. Des photos prises par des détectives privés. Elle se vit, il y a 6 ans, marchant dans la rue, le ventre déjà légèrement arrondi, portant des sacs de course. Elle se vit assise sur un banc de parc, le regard perdu, dévorée par le chagrin. Elle avait été traquée. Éléonore l'avait observée comme un prédateur observe sa proie, s'assurant qu'elle restait bien dans la misère, s'assurant qu'elle ne tenterait jamais de recontacter Alexandre. Et puis, il y eut la photocopie du chèque, celui qu'Éléonore lui avait glissé sur la lourde table en acajou du manoir. Élise passa un doigt tremblant sur la signature d'Alexandre. Elle lut le rapport d'expertise graphologique joint au dossier, qui prouvait que la date de la signature ne correspondait pas à la date d'émission, et qu'Alexandre se trouvait à l'autre bout du monde ce jour-là. Il ne savait pas. Il n'avait jamais su. La vérité la frappa avec la force d'un tsunami. Les larmes, des larmes brûlantes, épaisses, chargées de 6 années de haine injustifiée, de terreur solitaire et de deuil inachevé, jaillirent de ses yeux. Elle pleura silencieusement, se mordant le poing pour ne pas alerter les enfants, le corps secoué de spasmes violents. Elle pleurait pour la jeune femme de 24 ans qu'elle avait été, terrifiée, seule au monde, croyant que l'homme qu'elle aimait plus que tout voulait la mort de ses bébés. Elle pleurait pour Alexandre, l'homme fier et brillant, qui avait été manipulé, brisé, et condamné à vivre dans un mensonge orchestré par la personne qui censait l'aimer le plus au monde. Une ombre s'allongea sur le linot de la cuisine. Alexandre se tenait dans l'encadrement de la porte. Il ne disait rien. Il n'avait pas cette arrogance de celui qui vient d'être innocenté. Il n'y avait pas de « je te l'avais bien dit » dans son regard. Il n'y avait qu'une infinie compassion. Il la regardait s'effondrer sous le poids de leur tragédie commune. Lentement, il s'approcha. Il ne s'assit pas sur la chaise vide. Il s'agenouilla sur le sol dur de la cuisine, juste à côté d'elle. Élise tourna la tête vers lui. Son visage était ravagé par les larmes, ses yeux rougis implorant un pardon pour avoir douté de lui, pour l'avoir haï pendant si longtemps. « Je suis désolée, » sanglota-t-elle, la voix brisée, s'accrochant au bord de la table. « Alexandre, je suis tellement désolée. J'aurais dû savoir. J'aurais dû comprendre que tu ne ferais jamais une chose pareille. » Alexandre leva les mains et, avec une douceur infinie, prit le visage d'Élise en coupe. Ses pouces essuyèrent doucement les larmes qui coulaient sur ses joues. « Non, » murmura-t-il, sa voix grave vibrant d'une émotion pure. « Tu n'as pas à être désolé. Tu as fait exactement ce que tu devais faire. Tu as été une mère. Tu as protégé nos enfants d'un monstre. Si tu étais restée, si tu avais essayé de me confronter, Dieu sait ce qu'elle aurait été capable de faire. Tu nous as sauvés, Élise. Tu les as sauvés. » Il n'y eut pas de grand baiser passionné à cet instant. Leur amour, jadis un feu de forêt flamboyant, avait été réduit en cendres, et il fallait maintenant souffler doucement sur les braises. Au lieu de cela, Élise glissa de sa chaise et s'effondra contre lui sur le sol de la cuisine. Alexandre l'enveloppa de ses bras puissants, la serrant contre son torse, enfouissant son visage dans les cheveux parfumés de la jeune femme. C'étaient l'étreinte désespérée de 2 survivants d'un naufrage qui viennent enfin de trouver un rivage. Ils restèrent ainsi, agenouillés sur le vieux linot, pleurant les années volées,
bercé par le bruit de fond de la télévision du salon. Le mur de glace venait de céder. Les jours qui suivirent marquèrent le début d'une danse délicate, silencieuse et magnifique. Alexandre n'était pas retourné dans son penthouse de verre et d'acier. Il avait loué une petite chambre dans un hôtel modeste à quelques rues de l'appartement d'Élise. L'homme qui gérait des milliards quelques jours auparavant apprenait maintenant la valeur inestimable des petites choses. Il venait tous les matins. Il apportait des croissants chauds, du jus d'orange frais et surtout, il apportait du temps. Un temps infini qu'il n'avait jamais eu dans sa vie passée. L'intégration fut lente, respectueuse du rythme des enfants. Alexandre ne força jamais rien. Il comprenait que pour eux, il n'était qu'un grand monsieur gentil qui pleurait dans les églises. Chloé, avec la nature intuitive et ouverte qui caractérise souvent les petites filles, l'adopta rapidement. Elle aimait grimper sur ses genoux larges et solides pour lui montrer ses dessins, ou exiger qu'il lise l'histoire du soir, corrigeant impitoyablement ses intonations s'il ne faisait pas les bonnes voix pour les animaux. Alexandre, qui avait fait trembler des ministres avec ses discours, bégayait et rougissait de plaisir en imitant la voix aiguë d'une petite souris pour faire rire sa fille. Léo, en revanche, était plus réservé. Il avait le tempérament protecteur, la méfiance instinctive d'un petit garçon qui avait été l'homme de la maison depuis sa naissance. Il observait Alexandre de loin, étudiant ses gestes, scrutant la façon dont il regardait sa mère. Le tournant se produisit un après-midi de la fin du mois de novembre. L'air était vif, piquant, et les arbres du petit parc de quartier avaient perdu leurs dernières feuilles. Alexandre poussait Chloé sur la balançoire, ses grands éclats de rire cristallin résonnant dans l'air froid. Élise était assise sur un banc un peu plus loin, les mains enfouies dans les poches de son manteau, observant la scène avec un sourire doux et incrédule. Léo était accroupi dans le bac à sable, construisant méticuleusement un château avec son petit seau en plastique rouge. Soudain, le château s'effondra, les murs de sable humide s'écroulant sur eux-mêmes. Le petit garçon laissa échapper un grognement de frustration et jeta sa pelle. Alexandre, qui gardait toujours un œil sur son fils, arrêta doucement la balançoire de Chloé et s'approcha du bac à sable. Il ne portait pas de costume, juste un gros pull en laine et un jean usé. Sans hésiter, l'ancien PDG s'assit directement dans le sable froid, pliant ses longues jambes avec difficulté pour se mettre à la hauteur de Léo. « C'est la fondation », dit doucement Alexandre, ramassant la petite pelle en plastique. « Le sable est trop sec en dessous. Il faut creuser plus loin pour trouver l'humidité. Sinon les murs ne tiendront pas. » Léo le regarda avec ses grands yeux gris, si semblables aux siens. Le petit garçon renifla, hésitant. « Tu sais faire des châteaux forts ?» demanda Léo, la voix teintée de doute. « J'ai passé ma vie à construire des choses, » répondit Alexandre avec un sourire triste. « Mais je te promets que celle-ci sera la plus solide. On essaie ensemble ?» Léo hocha lentement la tête. Pendant plus d'une heure, sous le regard embué de larmes d'Élise, le père et le fils travaillèrent en silence. Leurs mains, l'une immense et calleuse, l'autre minuscule et potelée, se frôlaient en tassant le sable. C'était une chorégraphie silencieuse de transmission, un apprivoisement mutuel. Lorsqu'ils eurent terminé, un majestueux château de sable trônait au milieu du bac. Léo se recula, admirant leur œuvre. Puis, il leva les yeux vers Alexandre. « Maman a dit que tu allais rester avec nous pour toujours », murmura le petit garçon, sa voix enfantine soudain chargée d'une gravité étonnante. Alexandre sentit son cœur se serrer. Il planta son regard dans celui de son fils, voulant imprégner chaque syllabe de la plus absolue des certitudes. « C'est vrai, » répondit Alexandre d'une voix sourde. « Je ne partirai plus jamais, Léo, plus jamais. » Léo l'observa un long moment, jaugeant la vérité dans les yeux de cet homme immense. Puis, avec la simplicité bouleversante de l'enfance,
le petit garçon fit un pas en avant et posa sa petite main couverte de sable sur le genou d'Alexandre. « D'accord, » dit simplement Léo, « mais c'est moi qui garde la porte du château. » Alexandre sourit, une larme solitaire traçant un sillon dans la poussière sur sa joue. « C'est ton château, mon grand. C'est toi le chef de la garde. » Élise, depuis son banc, essuya silencieusement une larme. À cet instant précis, elle sut que la dernière forteresse de glace venait de fondre. Son petit garçon avait accepté son père. La famille, meurtrie, brisée, éparpillée par la malveillance, était en train de se ressouder, plus forte qu'auparavant. La romance entre Élise et Alexandre ne reprit pas là où elle s'était arrêtée 6 ans plus tôt. C'eût été impossible. Ils n'étaient donc plus les mêmes personnes. L'innocence aveugle de leur début avait été remplacée par une maturité forgée dans la douleur. Leur amour renaissant était différent. Il n'était plus fait de dîners secrets et de fuites enivrantes. Il était fait de vaisselle lavée à 2, de regards échangés par-dessus la tête des enfants endormis, et de longues conversations nocturnes chuchotées dans l'obscurité du petit salon. Un soir de décembre, alors que la neige commençait à tomber à gros flocons sur la ville, tapissant les rues d'un manteau de silence, ils étaient assis côte à côte sur le canapé usé. Les enfants dormaient profondément. Élise tenait une tasse de thé fumante entre ses mains froides. Alexandre, le bras posé sur le dossier du canapé derrière elle, observait le profil d'Élise éclairé par la lueur tamisée de la lampe de chevet. Il voyait les ridules d'inquiétude au coin de ses yeux, la fatigue persistante dans ses traits, et pourtant, il ne l'avait jamais trouvée aussi magnifique. Lentement, il déplaça sa main et vint frôler les doigts d'Élise qui serraient la tasse. Elle tourna la tête vers lui. Ses yeux bruns rencontrèrent ses yeux gris. Il n'y avait plus de peur, plus de secrets, plus d'ombres entre eux. « À quoi tu penses » murmura-t-il, sa voix grave se perdant dans le silence de la pièce. « Je repense au jour où je suis partie de l'entreprise » répondit-elle doucement. « Je me rappelle avoir regardé la tour de verre une dernière fois et avoir pensé que je laissais mon cœur là-haut, au 45e étage. Je pensais ne plus jamais ressentir la chaleur. » Alexandre prit doucement la tasse des mains d'Élise et la posa sur la table basse. Il prit ensuite ses 2 mains dans les siennes, les portant à ses lèvres pour y déposer un baiser lent, respectueux, chargé d'une dévotion absolue. « La tour de verre n'était qu'une prison, Élise, » murmura-t-il contre sa peau. « Mon cœur n'y a jamais été. Il est parti avec toi, dans la nuit, sous la pluie. Il a toujours été avec toi. » Il leva les yeux vers elle, et la distance entre eux s'effaça. Il se pencha lentement, lui laissant le temps de reculer si elle le souhaitait. Mais Élise ne recula pas. Elle ferma les yeux et avança, comblant les derniers centimètres. Leurs lèvres se touchèrent. C'était un baiser doux, lent, hésitant, comme s'il découvrait la sensation pour la toute première fois. C'était un baiser de reconnaissance, un baiser de paix. Ce n'était pas l'étincelle fougueuse d'une passion naissante, c'était le feu de cheminée réconfortant d'une maison que l'on a fini de reconstruire. Ils étaient rentrés chez eux. 1 an plus tard. La lumière dorée de la fin de l'été inondait la vaste terrasse en bois de la maison de campagne. C'était une belle bâtisse aux murs de pierre blanche et aux volets bleus délavés, nichée au cœur d'une vallée verdoyante, à des centaines de kilomètres des tours de verre étouffantes et des soirées mondaines glaciales de la capitale. La brise tiède bruissait dans les feuilles des grands chênes centenaires qui bordaient la propriété. Le parfum sucré des confitures d'abricots qu'Élise préparait dans la cuisine ouverte flottait dans l'air. Assis à une grande table en bois brut sous la pergola, Alexandre tapait sur le clavier de son ordinateur portable. Il portait une chemise en lin blanc, les manches retroussées sur ses avant-bras, et ses lunettes de lecture glissaient légèrement sur son nez. Il ne dirigeait plus un empire financier destructeur,
Les fonds issus de la vente de ses parts dans Laurent Entreprises avaient été utilisés pour fonder une fondation d'investissement éthique, soutenant de petites entreprises locales et des projets environnementaux. Il travaillait de chez lui, à son propre rythme. La lourde porte-fenêtre du salon s'ouvrit avec fracas et 2 tornades firent irruption sur la terrasse. Léo et Chloé, maintenant âgés de 6 ans, étaient couverts de boue des genoux jusqu'aux coudes. Ils venaient d'explorer le petit ruisseau au fond du jardin. Leurs visages étaient rougis par le soleil, et leur rire résonnait de cette joie pure et insouciante qui n'appartient qu'aux enfants profondément heureux. « Papa, regarde ce qu'on a trouvé !» hurla Léo en brandissant un bocal en verre contenant une grenouille verte passablement contrariée. Alexandre ferma son ordinateur d'un coup sec, abandonnant instantanément ses calculs de rentabilité pour se concentrer sur l'événement majeur de la journée. « Impressionnant, monsieur le chef de la garde », dit Alexandre avec le plus grand sérieux, en s'agenouillant pour inspecter la trouvaille de plus près. « C'est un beau spécimen, mais je crois qu'elle préférerait retourner dans l'eau avant de rencontrer maman dans la cuisine. » Chloé, tenant fièrement un bouquet de fleurs sauvages un peu écrasées, courut se jeter dans les bras d'Alexandre, ne se souciant absolument pas de salir la chemise immaculée de son père. « C'est pour toi et maman », annonça-t-elle avec un sourire édenté, venant de perdre sa première dent de lait la veille. Alexandre la souleva de terre, ignorant la boue, et la fit tourner dans les airs, déclenchant des cris de joie aigus. Élise apparut sur le pas de la porte, essuyant ses mains sur un torchon. Elle portait une robe d'été légère qui virevoltait dans le vent. Son visage était radieux, débarrassé de l'ombre de la peur et des cernes d'épuisement. Elle regarda la scène devant elle. L'homme de sa vie, couvert de terre, riant aux éclats avec leurs enfants sous le soleil. Elle s'approcha, s'adossant à l'épaule d'Alexandre, qui avait reposé Chloé au sol, pour examiner de nouveau la grenouille avec Léo. Alexandre passa naturellement un bras autour de la taille d'Élise, l'attirant contre lui, déposant un baiser rapide sur sa tempe. « Je crois qu'il va falloir passer par la case bain de boue avant le goûter », murmura Élise en riant, secouant la tête devant l'état de ses enfants. « Je m'en charge », répondit Alexandre avec un sourire éclatant. « Laisse-nous 5 minutes pour relâcher le prisonnier amphibien. » Élise sourit, posant sa tête sur l'épaule de son mari. Elle ferma les yeux un instant, savourant la chaleur du soleil sur sa peau, le chant des oiseaux, la solidité du bras d'Alexandre autour de sa taille. La paix. Une paix absolue, durement gagnée, mais d'une pureté inaltérable. Mes chers amis, la vie est parfois un auteur cruel. Elle s'amuse à écrire des chapitres d'une noirceur terrifiante, à nous séparer de ceux que nous aimons, à nous plonger dans des nuits que l'on croit sans fin. Il est si facile, lorsque l'injustice frappe à notre porte et que la trahison vient de notre propre sang, de fermer notre cœur à double tour, de se dire que l'amour est une faiblesse et que la fuite est la seule issue. Mais regardez Élise. Regardez Alexandre. Leur histoire nous murmure une vérité fondamentale. La tempête que l'on croyait venue pour nous détruire n'est parfois là que pour arracher les branches mortes et nettoyer le sol, afin de laisser la place à des racines plus profondes et plus vraies. Le véritable amour, celui qui est sculpté dans l'âme, ne meurt jamais dans les ombres. Il patiente. Il attend son heure. Et lorsque la vérité éclate enfin, il a le pouvoir de transformer les ruines les plus fumantes en la plus belle des fondations. Il n'y a pas de fatalité à la douleur. La rédemption existe pour ceux qui ont le courage de faire face à leurs monstres, et la guérison est possible pour ceux qui acceptent, un jour de pluie, d'ouvrir la porte pour écouter ce que le passé a à leur dire. Ne laissez jamais les mensonges des autres dicter l'histoire de votre vie. Si cette histoire a touché votre cœur, si vous avez, vous aussi, déjà dû vous battre pour reconstruire votre vie après une tempête, prenez une seconde pour aimer cette vidéo. Cela m'aide énormément à continuer de vous raconter des histoires porteuses d'espoir,
N'hésitez pas à partager dans les commentaires. Avez-vous déjà dû pardonner l'impardonnable pour trouver la paix? Votre courage m'inspire tous les jours. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune de nos prochaines rencontres émotionnelles. Prenez soin de vous et n'oubliez jamais que le soleil finit toujours par percer les nuages. À très bientôt.